Je vous remercie de m'avoir invité à présenter mes travaux et je suis ravie de pouvoir les faire dialoguer avec les travaux de Rachel. C'était très intéressant, merci. Moi, j'ai travaillé sur les mobilisations féministes en France à la fin des années 2010 et je me suis intéressée plus particulièrement à la manière dont les collectifs et les associations ont utilisé des outils, déployé des stratégies de communication pour défendre leurs revendications pour positionner dans l'espace public et plus largement pour faire émerger leur cause. Et dans ce cadre, je me suis intéressée plus particulièrement au collectif Nous Toutes. C'est un collectif qui a été lancé au cours de l'été 2018 et on est en fait quelques mois, presque un an après la diffusion massive et transnationale du hashtag MeToo. On est donc dans un contexte de mobilisation autour des violences, mais qui en fait existe quand même depuis. Donc, pardon, j'ai mis les actrices, voilà, Tarana Burke et mince, j'ai oublié son nom, c'est Alyssa Milano, c'est ça, qui ont lancé le hashtag MeToo. Mais on est dans un contexte avant ça, en fait, où la question des violences, elle existe et non, elle est revendiquée à l'échelle internationale. Je pense voilà, à des mobilisations en Inde, je pense à des mobilisations en Argentine qui ont vraiment une dimension transnationale et qui se sont déployées jusqu'en Europe notamment. Et en fait, si la question des violences, elle était déjà mobilisée au centre des mobilisations féministes au cours des années 2010, à la fin des années 2010, et un peu avant MeToo, et ça a été accéléré par MeToo, il y a vraiment un caractère massif, et on le voit ici avec cette photographie, voilà, de mouvements qui deviennent massifs et qui prennent place hors ligne dans l'espace public, mais également en ligne. Le collectif Nous Toutes, si je reviens à ce collectif, son objectif initial, c'était de lutter contre ce qu'il nomme les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, c'est une formule qu'on retrouve dans plein d'espaces, plein de secteurs. À ce moment-là, c'était encore une formule un peu émergente. Et son objectif, pour le citer, c'est d'élever le niveau de conscience dans la société sur cette question. C'est un collectif qui s'organise en ligne, qui s'est tout de suite organisé en ligne très rapidement, avec une très forte présence sur différents réseaux sociaux numériques, avec l'utilisation d'outils de communication. Et je pense par exemple à WhatsApp, qui a été vraiment central dans sa communication. J'y reviendrai dans un instant. Mais c'est aussi un collectif qui, en fait, dans voilà, les mobilisations que j'ai évoquées très rapidement, veut mettre au cœur de sa stratégie également la dimension voilà, hors ligne et le fait d'organiser des manifestations massives à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, qui était à ce moment-là une journée qui était encore peu investie en France par les féministes. Voilà, il y avait des manifestations, mais il y avait voilà, quelques centaines de personnes. C'était des cortèges plutôt, entre guillemets, vieillissants. En tout cas, à Paris, moi, pour les manifestations auxquelles j'ai pu assister. Et donc, voilà, là, l'objectif, c'était vraiment de rassembler dans les rues, derrière une barrière, une manière et une couleur, le violet en l'occurrence. En 2018, il y a eu près de 50 000 personnes qui ont manifesté dans les rues en France, sous les couleurs de Nous Toutes, mais aussi sous d'autres appels qui étaient notamment celui de Nous aussi, des organisations qui sont positionnées par rapport à nous toutes, et voilà, notamment pour des questions de revendication féministes. L'année suivante, en 2019, il y a eu près de 150 000 personnes en France. Voilà, en 2020, il y a eu une manifestation qu'en ligne en raison du contexte sanitaire. Et puis en 2021, on est repassé à 50 000 personnes présentes d'après, voilà, c'est les chiffres du collectif à chaque fois. Je reviendrai dessus, mais j'ai assisté au début en pôle thématique, donc un pôle médias, réseaux sociaux, un pôle jeunesse, un pôle formation. Et puis également, il y a une structure à deux niveaux d'échelle, une structure nationale qui est composée, au moment où moi j'ai fait mon enquête, ça a sûrement changé depuis, d'une quinzaine de membres qui partagent notamment des ressources communes, notamment des ressources communicationnelles. Et qui, en fait, l'objectif de cette structure nationale, c'est un peu de chapeauter, d'encadrer les comités locaux et en fait de chapeauter les orientations stratégiques et politiques du collectif. Parmi ces militantes, certaines se sont rencontrées via la plateforme change.org. Donc là, ici, j'ai mis une capture d'écran d'un article du Parisien. Et voilà, donc c'est certaines d'entre elles. Et puis ensuite, il y a donc des comités locaux
qui sont voilà, présents un peu partout en France, qui sont à l'initiative de militantes qui souhaitent créer un comité et qui ont une autonomie voilà, assez importante, avec quelques conditions, comme celle de ne pas signer de tribune au nom de nous toutes, ou par exemple de respecter la charte du collectif et ses grands principes. Les membres des comités, en général, elles ont peu ou enfin pas ou peu d'expérience associative préalable avant leur entrée dans nous toutes. Même si on va retrouver quelques militantes qui ont quand même une expérience, et en général, ça va être celles qui vont être ce que nous toutes appellent les pilotes des comités locaux, donc un peu les responsables de ces comités. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, moi, ce que j'ai observé, c'est que les militantes sont particulièrement dotées en ressources communicationnelles. C'est encore plus vrai au niveau national, je l'évoquais tout à l'heure. Elles vont, par exemple, exercer une profession liée au secteur de la communication, du journalisme ou encore du marketing. Et lorsque ces professions ne s'inscrivent pas dans ces domaines-là, ça va être voilà, des femmes qui ont des postes à responsabilité, qui en fait savent encadrer des équipes, qui vont être chefs de projet, etc. Et puis, une autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que c'est des militantes qui sont particulièrement dotées en capitaux scolaires. Voilà, il y a parmi les militantes que j'ai rencontrées, elles sont diplômées d'IEP, de Sciences Po Paris, de l'EHESS, de master en sciences de l'information et de la communication. Deux d'entre elles ont un doctorat, par exemple. Euh, donc voilà. Et un autre élément, c'est que, et ça c'est d'autant plus vrai enfin, au niveau national, en fait, là où elles ont des expériences préalables, c'est que ce sont des militantes qui sont multipositionnées dans différents pôles sectoriels de l'espace de la cause des femmes, pour reprendre le cadre développé par Laure Bérény. Donc, par exemple, elles vont être syndiquées, elles vont être adjointes dans une mairie. Donc, voilà, elles vont avoir des positions dans voilà, différents pôles sectoriels, donc syndical, politique, entrepreneurial, de l'espace de la cause des femmes. Donc, ça va faciliter aussi les stratégies de communication et développées par le collectif. Rapidement, mais je pourrais revenir dessus au moment des questions. Moi, j'ai réalisé une enquête ethnographique, donc en ligne et hors ligne, entre 2018 et 2021. L'objectif, c'était de donner enfin, d'essayer dans la proposition de Mabi et Tevio, d'essayer de donner une densité sociologique au numérique pour interroger, en plus de la dimension technique et de ce qui est visible, les acteurs, en l'occurrence les actrices, qui créent et qui produisent et qui utilisent ces espaces en ligne et ces outils en ligne. Donc j'ai participé aux événements publics du collectif, aux réunions, aux manifestations, aux die-in. Donc ma position, elle a changé entre une position à découvert ou incognito, ça dépendait des espaces et des moments de l'enquête. Et j'ai également fait des observations participantes à découvert dans un comité local parisien. Ça m'a permis de réaliser voilà, de nombreux matériaux empiriques. En ligne, j'ai suivi les comptes du collectif, notamment, et puis moi j'ai travaillé à l'aide de captures d'écran. J'en ai voilà, collecté énormément pendant cette enquête, près de 30 000, donc c'est beaucoup trop. Je ne recommande pas du tout de faire pareil, mais c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai fait des entretiens avec des militantes de nous toutes et des militantes qui se positionnaient par rapport au collectif. Donc ça, c'était très vrai au moment de son lancement. Donc j'évoquais tout à l'heure aussi, nous aussi. Il y avait aussi pas toutes et sans nous, voilà, notamment parmi les militantes que j'ai rencontrées. L'objectif là de cette communication, c'est voilà, d'interroger, de revenir sur la manière dont un collectif militant, en l'occurrence nous toutes, a réussi à se positionner, à travailler, à se positionner au sein de l'espace public et notamment au sein de l'espace de la cause des femmes grâce à la communication. Et c'est ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment la communication et ses pratiques autour de la communication ont finalement également produit un déplacement par rapport aux pratiques du mouvement féministe que moi j'avais pu observer et puis voilà que des recherches comme je pense aux travaux de Josiane Jouette, Livia Pavard, Katharina Niemeyer avaient pu déjà un peu rendu compte précédemment, à la fin des années 2010. Euh,
Donc, je l'ai évoqué, il y a de nombreuses restructurations internes à nous toutes au moment où moi je fais mes observations. Et ça s'explique parce que le collectif est en construction sur la période que j'ai envisagée. Ce que j'ai pu observer à cette période, c'est que ces restructurations internes, pardon, elles s'articulent en général autour d'une centralité communicationnelle, un peu comme si la communication était un fil rouge. Ça passe par exemple par la création de pôles thématiques qui sont liés à la communication. Par exemple, en octobre 2018, donc on est vraiment quelques mois après le lancement de Nous Toutes et le lancement entre guillemets officiel qui était en septembre. Et quelques semaines après ce lancement, il y a vraiment un accent qui est mis très fortement sur le pôle réseaux sociaux du collectif, qui est présenté comme le pôle le plus important. Ces membres, elles sont chargées de faire la communication, d'organiser à ce moment-là des Facebook Live. C'était une fois par semaine, tous les jeudis, avec des personnalités féministes. Et c'était aussi, ça a été explicitement dit, inspiré voilà, d'autres mobilisations, notamment pour les mobilisations autour du climat et avec les liens qu'il pouvait y avoir à ce moment-là avec des youtubeuses, notamment des youtubeurs et youtubeuses. Au-delà de ces seules restructurations internes autour de la communication, il y a aussi voilà, les discours que l'organisation porte sur cette dimension. Et toujours à ce moment-là, au lancement, lors d'une réunion téléphonique à laquelle j'ai pu assister et qui était destinée aux militantes, c'était vraiment une réunion de formation des militantes, une des cofondatrices du collectif qui animait la discussion, par exemple, elle revient sur les outils utilisés à ce moment-là par le collectif, qui sont Canva, Trello, Typeform et WhatsApp, pardon, et qui sont présentés comme révolutionnaires avec cette phrase, une fois que vous savez faire ça, que vous savez maîtriser ces outils, vous pouvez changer le monde. Et ça, c'était vraiment très fort, très central au lancement du collectif les premières années. Ça, c'est vraiment un discours sur les possibles offerts par les outils numériques et sur les possibles révolutionnaires qu'on va retrouver à de nombreuses reprises. Au-delà de cet imaginaire révolutionnaire, ces discours, en fait, ils permettent d'intégrer nous toutes dans des pratiques dites ordinaires, liées au monde de l'entreprise, au monde des loisirs. Et par exemple, ça passe par l'utilisation de plateformes qui sont connues et utilisées par le plus grand nombre. Je vous ai mis ici un extrait d'entretien de Aline, qui est une militante qui est au niveau de la structure nationale, mais qui a été un temps au niveau d'une structure locale et qui nous explique que WhatsApp, le choix d'utiliser WhatsApp, c'était WhatsApp en fait que tout le monde avait quasiment de base, donc c'était le plus simple à utiliser. C'est celui que tout le monde avait sur son téléphone. Ça faisait suite en fait à des questions qu'il y avait pu avoir lors de week-ends auxquels moi j'ai pu assister, qui en fait comme soulignaient les problèmes que pouvait soulever en fait cette plateforme, notamment en termes voilà, d'éthique, lorsque des militantes avaient une approche anticapitaliste, etc. Et en fait, la solution de nous autres, ça a été vraiment plutôt de privilégier une audience imaginée et celle, en fait, une audience un peu ordinaire sur ces questions-là. Euh, Ça a permis à nous toutes de se positionner à ce moment-là, à la fin des années 2010, par rapport à d'autres collectifs qui, en fait, avaient plutôt tendance à utiliser des suites voilà, de logiciels libres et d'inscrire le collectif dans le renouveau des mobilisations féministes, à dépoussiérer, en fait, l'image du militantisme par les discours, en fait, que le collectif pouvait avoir sur les pratiques numériques. Euh, Dans la pratique, en fait, il y avait vraiment l'idée pour nous toutes de former en fait les militantes à certains outils et plus largement aux stratégies de communication. Donc ça arrivait lors de week-ends de formation. Là, je pense à un week-end qui était le 14 donc janvier 2020 en Île-de-France. Et puis donc là, je vous ai mis des slides en fait à la fois du programme, donc voilà, qui était très chargé, et puis à la fois en fait après il y a eu un vademecum un peu, il y a un guide qui a été fait qui expliquait par exemple la recette du flyer. Une formation auquel moi j'ai comment écrire un communiqué de presse. Donc il y avait vraiment cette idée-là quand même d'accompagner les militantes parce que voilà, l'idée c'était si le collectif s'organisait autour de la communication, bah, l'idée c'était aussi d'accompagner dans la mesure du possible les militantes. À côté de ça, il y a également un discours qui est très fort porté par le collectif
discours sur le numérique. À son lancement, Nous Toutes se présente comme une initiative qui émerge de la vie civile, hein, d'un nous toutes composé de volontaires et de bénévoles, avec l'idée c'est de se distancier un peu du mouvement féministe qui est à ce moment-là perçu comme clivant, voilà, avec des lignes de rupture très fortes. Et c'est un collectif qui va insister sur son organisation en collectif, justement, qui serait fluide, gazeuse, qui dénoterait d'une association loi 1901, qui serait hiérarchique, et donc, je l'évoquais, de l'imaginaire militant et des controverses féministes qui animent le mouvement. Ça passe en premier lieu par l'usage de terminologies spécifiques. Donc le terme de marche, par exemple, est préféré à celui de manifestation. Ça, c'est très fort au lancement de Nous Toutes. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais voilà, c'est pour nous aider à garantir le bon déroulement de la marche. On parle de marche. Également, Nous Toutes parle de bénévoles, de volontaires ici, pour rejoindre l'équipe de volontaires Nous Toutes, c'est par ici, plutôt que de militantes. Ça, c'est vraiment très fort au début. Et ça, c'est des choses qu'en fait d'autres chercheurs et chercheuses ont retrouvées dans des formations partisanes et qui sont qualifiées de mouvementistes, comme En Marche ou La France Insoumise. Je pense par exemple aux travaux de Manuel Cervera Marzal, qui soulignent la manière dont le terme de mouvement est utilisé par ces deux organisations plutôt que de parti, et également comment dans La France Insoumise, finalement, on abandonne le vocabulaire traditionnel de la gauche avec ses sections, ses secrétaires, ses conseils nationaux, ses bureaux exécutifs, ses délégués, ses congrès, quoi, et à l'REM, comment les militants ont laissé place aux marcheurs, aux volontaires, aux référents, aux ambassadeurs. Ça, voilà, c'est des choses qu'on va retrouver dans toutes ces formations qui ont au centre de leur organisation la communication. Ensuite, dans Nous Toutes, ce qu'on observe, c'est vraiment, ce que moi j'ai pu observer, c'est un discours de simplicité qui est au cœur de l'organisation et en fait dans sa communication publique, la manière de communiquer publiquement sur le collectif, c'est vraiment de centrer sur la simplicité, pardon. Donc rien de plus simple que de militer à Nous Toutes, il suffit d'avoir du temps à donner. Par exemple, ici, c'est une capture d'écran, c'est un des premiers mails qui avait été envoyé où on nous explique qu'une volontaire, c'est une personne pouvant donner entre 1 heure et 1 journée par semaine de son temps pour préparer l'événement. Donc à ce moment-là, c'était la manifestation de novembre. Ici, une autre capture d'écran qui date de 2022. Vous habitez en Île-de-France, vous voulez mener une action près de chez vous pour inviter les militantes et les habitants pardon, et habitantes à venir à la marche. Rien de plus simple. Inscrivez-vous ici. Donc on renvoie systématiquement vers des liens. Ensuite, pareil, il y a un nouveau lien, j'organise une diffusion de flyers Nous Toutes. Je crois que j'ai mis un autre exemple. Et n'hésite pas de comité dans votre ville, créez-en un. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de remplir le formulaire ici. Et puis ensuite, on nous donne encore le lien dans le petit encart bleu. Je crée un comité local, Nous Toutes. Je ne sais pas si j'ai mis un autre exemple. Appel aux volontaires. Nous avons besoin de volontaires le jour J. Une seule contrainte est disponible le 23 novembre, quelques heures avant le départ de la marche et jusqu'à la fin. Donc ici, plus que de signifier l'absence totale de contraintes, Nous Toutes insistent sur la facilité de l'engagement en rappelant que la participation à la marche ne nécessite qu'une obligation, en fait finalement sa propre présence et puis quelques heures de son temps. Et donc ici, on a vraiment un discours qui porte en fait un discours sur l'engagement qui se centre sur le coût d'entrée en fait. Vraiment, il y a le coût d'entrée pour militer dans l'organisation est très faible comparé à d'autres collectifs. Euh, L'ensemble de ces éléments, nous permettent de questionner la manière dont le collectif propose finalement ce qu'on pourrait appeler un militantisme à la carte, qui serait facilité donc par le coût d'implication faible en son sein, par un coût d'entrée faible, ainsi que par les outils numériques. C'est vraiment à mettre en lien avec tout le discours que j'évoquais tout à l'heure. Cette vision, elle pourrait être rapprochée de ce que Jacques Yon qualifie dans son ouvrage La fin des militants. Il qualifie ça d'engagement distancié, où il compare justement l'engagement militant à un timbre de carte d'adhérent et l'engagement distancié à un post-it qui serait détachable et mobile à tout moment. Et l'engagement distancié, il peut être appréhendé comme une mise à disposition de soi temporaire résiliable à tout moment. Cette métaphore, elle est intéressante dans le sens où Nous Toutes, en fait, le collectif évoque lui-même, en fait, cette notion de militantisme à la carte. Mais ici, la carte, c'est pas tant, en fait, la carte d'adhérent que la carte, enfin, plutôt un menu à la carte où, en fait, suite à une inscription préalable, on peut choisir un peu ce qui nous intéresse dans le collectif et dans la manière de nous impliquer, où les militantes pourraient faire leur choix sur un menu, voilà, selon leurs envies, leurs disponibilités.
Et donc, en proposant un engagement au coût d'entrée faible avec des recrutements par mission, où finalement les compétences attendues sont facilement mobilisables et où l'engagement serait limité à 1 heure par semaine, nous toutes peut être considérée comme une forme paradigmatique de l'engagement distancié, ou en tout cas essaye de se positionner comme tel. Euh, dans moi, l'étude que j'ai pu faire met quand même un peu à distance ce discours public de nous toutes et la manière dont il essaye de se positionner, dans le sens finalement où l'étude du profil des militantes, elle souligne quand même en fait qu'il y a des compétences qui sont valorisées dans le collectif et qui sont nécessaires pour rentrer, donc toutes les compétences liées à la communication. Et également, finalement, l'implication des militantes au sein du collectif, elle est beaucoup plus forte qu'une heure ou voilà, une journée autour de la manifestation. Et elle permet de tenir à distance cette approche. Il y a effectivement des militantes qui rejoignent le collectif pour des tâches déterminées sporadiquement, mais en fait, nous toutes ne peut pas se résumer à cette seule forme d'engagement. Et les militantes de la structure nationale, mais aussi les militantes locales que j'ai pu rencontrer, en fait, qui sont très présentes dans leur arrondissement, en l'occurrence pour Paris, elles l'expliquent lors des formations ou des réunions publiques. Elles consacrent voilà, du temps personnel pour mener leurs actions. Et ça s'amplifie effectivement autour des marches et autour des mois qui précèdent la marche. Finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que par ces discours sur l'engagement en son sein, nous tous se rapprochent là aussi en fait de structures partisanes ou mouvementistes, et ça lui permet là aussi de se positionner face aux autres organisations féministes autonomes et en fait de vraiment commencer à se positionner comme un collectif hégémonique sur la question des violences, en plus de lui permettre de dépoussiérer un peu l'image du militantisme féministe et du travail militant. Euh, Ces éléments, donc, ils permettent de souligner le caractère singulier de nous toutes à la fin des années 2010 en France, dans l'espace de la cause des femmes. En fait, ça participe à construire la manière dont l'engagement et plus spécifiquement le travail militant va se déployer en interne. Comme j'ai évoqué, nous toutes est composée d'un pôle national et de comités locaux. Et dans le national, c'est là où sont prises les orientations politiques et stratégiques du collectif. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une mobilité interne au sein de l'organisation. Au cours de mon enquête, j'ai vraiment vu la manière dont les ressources communicationnelles, elles vont être une condition pour bénéficier d'une mobilité interne ascendante, donc des comités locaux vers le comité national. Euh, Ces ressources communicationnelles, ce sont des compétences qui sont recherchées et qui permettent cette mobilité. Et on est loin justement de l'idée qu'il suffirait d'avoir du temps pour s'engager pleinement. Inversement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que l'utilisation et la centralité des outils numériques, ils participent au contraire au désengagement partiel ou total de certaines militantes. Donc, il y a un désengagement total lorsqu'en fait des militantes ne souhaitent pas utiliser ces outils. Ça m'est arrivé lors d'une formation, en fait, il y avait un quiz pour un peu apprendre les chiffres euh, des, euh, des violences, pour le dire comme ça. Et en fait, une militante, enfin une personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas, souhaitait participer voilà, à cette formation, au quiz. Et en fait, elle était dans l'incapacité tout simplement parce qu'elle n'avait pas de smartphone. Voilà, typiquement, c'est une manière de pas rendre inclusif, en tout cas, cette formation. Et également, il y a des militantes qui ne souhaitent pas l'utiliser voilà, pour des questions politiques, anticapitalistes, écologiques, qui vont par exemple refuser certaines plateformes. Par exemple, WhatsApp, c'est arrivé également qu'un comité local décide de s'organiser. Je les cite traditionnellement voilà, par liste mail. Également, il y a un désengagement qui est partiel, donc une mobilité descendante du national vers le local pour des militantes qui bénéficient pas des ressources communicationnelles. Elles ont les outils, voilà, elles utilisent certaines plateformes, mais elles sont participantes et qui avant étaient au comité national. Et en fait, elle avait quand même une formation de journaliste, hein, mais c'était une militante qui était plus âgée, autour d'une cinquantaine d'années, et qui m'expliquait qu'en fait, finalement, elle s'est vue petit à petit partir du national et donc en fait d'investir plus le comité local parce qu'elle n'avait pas les codes pour être inclus dans ces cercles-là.
Elle n'a pas les codes, voilà, c'est quelque chose qu'elle est revenue. Ça va trop vite, c'est une machinerie qui est faite pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Donc je lui demande si elle était journaliste, elle me dit oui, j'étais en presse locale, mais c'est pas la même chose. Évidemment, au début, comme une conne, j'ai suivi la formation com, mais je suis clairement du siècle dernier. Toutes mes propositions sont irrecevables, j'ai absolument pas les codes, ni l'âge, ni l'énergie. Mais bon, engagement. Je souligne aussi, et j'essaye de faire le lien avec le séminaire, mais il y a eu aussi des pratiques d'auto-formation au sein des comités locaux, où en fait il y avait certaines militantes qui typiquement en fait savaient pas comment télécharger l'application WhatsApp. Voilà, je pense à une militante qui était plus âgée dans un autre comité parisien et qui en fait s'est vue aidée, accompagnée par des militantes plus jeunes de son comité. Après, et voilà, pour en gros un peu mettre en route ses usages et par la suite, elle a pu participer pleinement au dispositif numérique qui était dans son comité. Donc voilà, il y a aussi ce type de pratique qui avait lieu entre les militantes. Euh, le numérique, il permet aussi pour le collectif d'encadrer le travail militant. Au-delà de structurer les mobilités internes, c'est vraiment le numérique qui permet donc d'encadrer le travail militant. Et notamment, je vais revenir, j'en ai observé plusieurs, mais sur un type d'encadrement de la participation, donc un type d'encadrement du potentiel expressif des militantes. Et c'était les boucles WhatsApp qui étaient utilisées par nous toutes pour communiquer avec ces membres. Donc là, j'ai fait deux captures d'écran parmi toutes les boucles dans lesquelles j'ai pu être. Il y en avait d'autres, hein. Et donc, en fait, il y a différents types de boucles, et notamment, il y a des boucles généralistes, dont l'objectif, c'était de diffuser largement l'actualité du collectif ou les actions en lien avec une actualité politique ou féministe. Et en fait, l'idée, c'était ensuite d'amener les militantes à repartager ce contenu. En septembre 2021, il y avait 53 groupes, par exemple, qui pouvaient contenir, à ce moment-là, je crois que les chiffres ont changé, jusqu'à 356 membres. Et c'était des groupes qui étaient fermés aux échanges. Seules les administratrices pouvaient envoyer des messages. L'encadrement de la participation, donc en gros, le fait que seules les administratrices pouvaient parler, il était présenté par nous tous comme une plus-value. Par exemple, ici sur cette capture, important, ce groupe WhatsApp ne permet pas de poster de messages. Résultat, pas plus de deux notifications par jour. Donc, un peu, vous ne serez pas embêté si vous rejoignez ce groupe. Vous avez tout à gagner à y joindre puisque vous ne serez pas embêté, mais vous connaîtrez quand même l'actualité autour de nous toutes. Donc là aussi, le coût de l'engagement dans le collectif, il reste limité. Et il est présenté comme ça, voilà, comme une plus-value. C'est aussi une stratégie de communication du collectif. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, nous toutes, il a choisi, le collectif, d'encadrer la participation de ces boucles. Et ça a été un choix qui a été fait après son lancement. Euh, à son lancement, il y avait donc là aussi de nombreuses boucles WhatsApp et dans la pratique, il y avait en fait de nombreux échanges sur chacune de ces boucles et une dispersion thématique. Et à la différence de forums, alors je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, voilà, mais à ce moment-là sur WhatsApp, c'était pas possible d'organiser en fait thématiquement les conversations. Et donc, il y avait une incompatibilité avec les objectifs de nous toutes et ces objectifs d'efficacité hein, dans l'organisation de la marche ou de ces actions. Et donc, il y avait une incompatibilité entre ces objectifs et la réalité des échanges des militantes, en fait, qui voulaient prendre le temps, échanger sur des sujets centraux du féminisme, sur la question des violences, etc. Et finalement, l'encadrement de la participation dans nous toutes, il a été mis en place en réponse aux usages des militants. En fait, en réponse pour continuer, pour être en tout cas le plus efficace possible, même si du côté des militantes, il y avait cette volonté, en tout cas ce besoin d'échanger sur certains espaces. Parmi les messages envoyés, il y avait par exemple des contenus clés en main distribués aux militantes pour qu'elles les repartagent. Donc on voyait vraiment avec le contenu qui était envoyé, puis l'idée c'était ensuite de le repartager directement. Là ici, voilà, c'est des extraits, enfin des posts Instagram, Facebook, Twitter. Je reviens pas dessus, enfin, on pourra revenir lors des questions, mais lorsque j'ai fait des entretiens avec les militantes, voilà, il y avait quand même un effet de filtre où en fait elles repartageaient pas forcément en l'état les contenus qui étaient proposés, mais voilà, malgré cet encadrement, soit elles s'appropriaient le contenu, soit elles changeaient des choses, elles changeaient le visuel, etc. Il y avait aussi une appropriation de leur côté des militantes.
Voilà, j'ai mis ça, c'est le tuto Je marche le 24. Vraiment, cet encadrement de la participation, il va jusqu'en fait dans la manière de participer aux manifestations avec aussi, voilà, alors c'est pas tant des consignes qu'un accompagnement, en gros, aussi pour s'adapter à un public qui serait pas forcément allé en manifestation avant celle de nous toutes. Rapidement, je reviens dessus, c'est voilà, du côté des militantes que cet encadrement de la participation, il a pu poser comme problème, c'est finalement qu'il y a de nombreuses militantes en fait qui connaissent pas les rouages du collectif et qui savent pas forcément à qui s'adresser. Ça a été une des choses qui est vraiment revenue, c'est qu'ok, elles ont des consignes de partage, de publication, etc. Mais en fait, il y a un espèce de, de filtre ou de mur entre les consignes qu'elles reçoivent et elles, si elles ont des demandes à nombreuses reprises, elles sont restées un peu sans la possibilité de faire émerger leurs questions, leurs revendications au sein du collectif. De même, au cours de l'enquête, il y a plusieurs militantes qui m'ont fait part en fait de leur incompréhension, pardon, face à, je mets des guillemets, enfin, je reprends les termes que j'ai rencontrés, face à l'imposition de décisions de la part de la structure nationale. Et ça, c'était particulièrement vrai sur le choix de la date de la manifestation, qui était un enjeu stratégique par rapport à d'autres événements nationaux ou internationaux. Et en fait, il y avait donc des questionnements sur le fait qu'elles n'étaient pas consultées. Donc oui, il y a cette idée de faciliter, simplifier l'engagement, mais en fait, pour certaines militantes, il y avait aussi des demandes, celle d'être reconnues, prises en compte, notamment sur le travail des petites mains, et qu'elles puissent voilà, être entendues au sein du collectif. Je sais pas trop s'il reste du temps, mais je vais juste conclure et j'ai essayé voilà, de prendre en compte la question des formations et de voir aussi ce que cet encadrement du potentiel expressif, il fait aux espaces de formation. Je l'ai évoqué, il y a donc un pôle formation au sein de nous toutes et à partir de 2020, du Covid, cette dimension, elle a vraiment pris d'autant plus de place que c'était plus facile pour le collectif de faire des formations à distance. Ça, c'était aussi le cas parce qu'elles avaient déjà les ressources communicationnelles, qu'elles n'ont pas été prises de cours, en fait, avec comment on fait pour faire des visioconférences, etc. C'est des choses qu'elles faisaient déjà avant, mais qu'elles ont amplifiées avec des sessions avec 1000 personnes connectées, etc. Mais avant ça, moi, je me souviens d'une militante, toujours Isabelle, qui, en fait, a eu la possibilité de faire une formation dans une université et c'était au lancement du collectif. Et à ce moment-là, ce qu'elle nous explique, c'est que la communication de nous toutes était axée sur les féminicides. Selon elle, c'était un levier médiatique, du buzz énorme à cette époque-là. Et en fait, donc, en gros, elle devait faire une formation sur les féminicides auprès des étudiantes de l'université francilienne. Il y avait des militantes de nous toutes qui étaient aussi présentes des militantes du comité local. Et en fait, ce qu'elle observe, cette militante Isabelle, c'est qu'en fait, quand elle arrive, finalement, les étudiantes, elles souhaitent parler de harcèlement. C'est en fait, en gros, un peu ce qui émerge plutôt de leur discussion. Et elle nous dit, j'arrive et les filles me disent, voilà, on a des problèmes de harcèlement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et donc, elle est plutôt dans une démarche de vouloir parler de ça, de vouloir, en gros, elle est dans une démarche, elle nous le dit, si on est du pop, on parle de ce dont les personnes souhaitent parler, on s'adapte à la problématique des personnes qui viennent nous voir, sinon on est prof. Moi, je suis pas prof, sinon on fait un cours magistral. Et en fait, elle a été empêchée, encadrée en tout cas, par les militantes de nous toutes du comité local qui ont dit non, 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 nous, en fait, on axe sur la question des féminicides. C'est sur ça dont nous toutes parlent en ce moment, stratégiquement, et donc la formation sera sur les féminicides. Et là, il y a vraiment eu voilà, c'est aussi les limites en fait de la stratégie de nous toutes de vouloir en fait uniformiser le discours, et ça s'entend pour des stratégies de communication, de médiatisation, voilà, d'en faire un levier médiatique de visibilité, mais ça pose des questions, en tout cas pour cette militante à l'échelle locale, et elle va jusqu'à me dire dans l'entretien que finalement, nous toutes, c'est un peu des formations McDonald's, dans le sens où ce sont les mêmes partout. En gros, monsieur, je vous remercie pour votre attention.